Donc, nous allons pouvoir commencer la dernière table ronde de cette journée tellement riche en informations et en idées. La dernière des tables rondes s'intitule « Besoins et bonnes pratiques de formation au sein de la FUMT » et j'ai le plaisir d'accueillir mes collègues. Je vais commencer les présentations par Anna Martikainen, qui est maîtresse de conférence à l'ESIT, École supérieure d'interprètes et de traducteurs. Elle représente le master TEET, traduction éditoriale, économique et technique, à l'université Sorbonne Nouvelle. J'ai à côté de moi Maria Ruiz, traductrice professionnelle et intervenante dans le cadre du master traduction, interprétation et médiation linguistique de l'université de Toulouse 2, Jean Jaurès. Et j'ai le plaisir d'accueillir aussi Caroline Comacle, traductrice indépendante également et directrice adjointe du master rédaction traduction de l'université de Bretagne occidentale. Et enfin, j'ai également le plaisir d'accueillir Enrico Monti, maître de conférence à l'université de Haute-Alsace, à Mulhouse, donc, où il dirige le master TST, traduction scientifique et technique. Je n'ai rien oublié dans les intitulés des masters. Alors, nous allons commencer notre table ronde par une petite présentation qui a été proposée par chacun des intervenants. C'est vraiment au choix. Qui souhaite commencer? Donc, nous allons présenter évidemment des compétences très différentes, des besoins très différents qui ont été identifiés au niveau des masters. La parole est peut-être à Anna. Merci. Moi, je voulais, en guise d'entrée en matière, parler justement des compétences à l'ère de l'intelligence artificielle et partager en fait, disons, l'état de notre réflexion à l'ESIT à l'heure actuelle. Et pour nous, il nous semble effectivement crucial, en ces temps incertains, de renforcer les compétences justement propres à l'humain. Parce que plus les flux deviennent outillés, plus l'environnement devient technologique, plus le discernement humain est essentiel en fait pour réussir justement à faire produire, produire de la traduction de qualité, mais aussi assurer ce service qu'est la traduction, cette prestation de service qu'est la traduction dans la vie réelle. Donc, en pensant au référentiel EMT, certes, le domaine de compétences technologiques qui consiste à connaître les technologies, pouvoir faire une veille technologique, pouvoir intégrer de nouveaux outils dans les flux, mais en quelque sorte, si on pense aux 5 domaines de compétences, le domaine de compétences technologiques nous semble finalement, paradoxalement, en quelque sorte, le moins compliqué, le plus facile, voilà, le plus facile à acquérir par rapport aux autres domaines de compétences qui ont donc leur importance dans ces flux outillés. Donc, si on regarde les domaines, de langue et culture et le domaine de compétences traduction, donc le domaine central du réseau OMT, ces deux domaines de compétences comprennent des aptitudes que justement la machine n'a pas. La machine n'a pas de connaissance réelle de la langue. Elle opère sur la base des mots, mais sur la base des calculs statistiques, des fréquences, ne connaît pas la langue, n'a pas de connaissances culturelles, n'a évidemment pas de compétences de traduction, opère à nouveau avec plus ou moins de succès ce transfert linguistique, mais n'a pas la capacité de traduction à proprement parler. Donc pour ces deux domaines-là sont essentiels pour assurer la qualité du produit de traduction. Et puis donc, comme on en a déjà parlé, tous ces deux autres domaines de compétences du référentiel, donc les compétences soft skills personnelles et interpersonnelles et la compétence de prestation de services, qui sont essentiels, les deux domaines essentiels pour assurer justement le processus de traduction, puisqu'en effet, ce n'est pas la machine à nouveau
qui va gérer la relation avec le client. Ce n'est pas la machine qui va assurer le respect du cahier des charges. Par ailleurs, pour ce qui est des compétences soft skills, les compétences personnelles et interpersonnelles, c'est essentiel, justement à notre sens aussi, comme l'évoquait la présentation juste avant, de consolider ce réseautage professionnel, ces réseaux métiers, puisque en effet, on n'a rien à gagner à rester isolé dans son coin face à la machine, face à cette pression que tout le monde reconnaît est effectivement présente. Donc, consolider ce lien humain aussi dans le processus de traduction. Alors, je voulais prendre pour exemple les deux nouveaux, entre guillemets, les deux nouveaux rôles que l'intelligence artificielle générative est susceptible d'amener avec elle. Donc, d'une part, cette interface essentielle de communication machine, qu'est la rédaction des requêtes, prompt engineering, qu'on peut imaginer comme une nouvelle compétence, mais qui en réalité est de la communication. C'est toujours de la communication. Cette fois-ci, c'est de la communication avec la machine. Donc, c'est une compétence éminemment humaine à laquelle effectivement on doit former pour que par la suite nos diplômés puissent exploiter l'intelligence artificielle de différentes façons dans les flux de traduction. Ce n'est pas une compétence mécanique, technologique, c'est vraiment une compétence de communication. De l'autre part, qu'on a un rôle, disons, qu'on a frôlé un peu au détour des présentations entendues aujourd'hui, c'est donc cette édition de contenu directement rédigé dans les différentes langues qui étaient auparavant les langues cibles de la traduction, puisque en effet, les grands modèles de langue vont de plus en plus s'intégrer en amont dans les flux de production de contenu et vont en fait éliminer le besoin de traduction. On parle même plus de la post-édition puisqu'on parle d'éditer du contenu directement généré dans les différentes langues cibles. Et là aussi, ce n'est pas une nouvelle compétence, c'est les compétences de révision, de traduction, de post-édition si on veut, que l'on met en œuvre en fait pour éditer ces contenus. Donc, même si en effet ces deux compétences, disons, ces deux aptitudes, on peut les considérer comme étant quelque chose de nouveau, en réalité, ça repose toujours sur ces mêmes compétences de traduction, de communication multilingue qui restent essentielles. Alors, je ne sais pas si j'ai encore une minute. Tu as encore une minute. Oui. Je voulais juste donner comme exemple, j'avais au départ parlé davantage justement de cet exercice. Donc, je voulais donner un exemple de bonne pratique d'un exercice que je mène dans le cours de traduction automatique depuis plusieurs années. Alors, pour résumer vraiment l'essentiel de l'exercice sert à comparer différents flux de production. Donc, jusqu'ici, moi, je l'ai fait essentiellement traduction sans outils et traduction post-éditée, donc post-édition de traduction automatique. On peut très bien imaginer adapter cet exercice et comparer, par exemple, une traduction produite à l'aide de l'intelligence artificielle générative, donc une post-édition de la production de ChatGPT ou d'une autre intelligence artificielle, et par exemple comparer cela à la post-édition d'un produit de DeepL ou d'un autre moteur neuronal. Et donc l'essentiel de cet exercice, c'est qu'effectivement les étudiants travaillent autant à produire ces textes dans un premier temps, mais surtout dans un deuxième temps, analysent ces textes, alors pas leurs propres textes, les textes sont anonymisés, etc., effectuent en groupe une analyse de ces textes pour ensuite justement pouvoir en tirer des conclusions sur les différences et en matière de processus et en matière de produits entre ces différents types de flux utilisés. Donc en matière de processus, notamment la vitesse à laquelle ils ont travaillé. Alors bien sûr, lorsqu'on compare traduction humaine post-édition, on voit généralement ces gains de productivité. Aussi par rapport à la difficulté de la tâche. Donc, on les sonde ensuite sur la difficulté de la tâche. Et puis, surtout, en matière de produits, puisque en effet, les étudiants vont, par exemple,
à noter manuellement les erreurs dans ces textes, ce qui permet ensuite d'avoir des statistiques sur la production et de les mettre en regard avec ce que l'on sait. Et donc, je terminerai en disant que tel que j'ai mené cet exercice, bien sûr, tout dépend des textes choisis, par exemple, et des flux de travail choisis, mais tel que j'ai mené cet exercice jusqu'ici, en comparant donc traduction post-édition, chaque année, cet exercice a bien permis de déconstruire des idées reçues, puisque les étudiants, jusqu'à assez récemment, avaient un a priori assez négatif sur la traduction automatique. Et en résultat de ces exercices, de façon assez constante, ils ont évalué eux-mêmes les post-éditions comme contenant moins d'erreurs que les traductions. Et donc, ça permet en quelque sorte d'ouvrir les yeux. Alors, bien sûr, les résultats peuvent être différents et c'est toujours très intéressant, justement, de revenir sur ces résultats. Dernier point sur ce type d'exercice, c'est qu'il est modulable. On en a parlé autour des pauses café, en tout cas. Le fait que le développement va tellement vite qu'on n'a pas la possibilité, on n'a absolument pas la possibilité de tout intégrer et on est toujours un peu à la traîne. Et donc, ce type d'exercice, avec la structure de base, ça permet d'une année à l'autre de choisir différents types d'outils à exploiter dans ces comparaisons et justement de se tenir en fait plus ou moins dans la même évolution que celle sur le marché. Et donc de comparer directement, d'expérimenter différents flux de production susceptibles par suite de devenir de la pratique courante. Voilà pour le début. Merci beaucoup. Alors, ça complète un petit peu tout ce qu'Anna vient de dire, mais il y avait plusieurs points sur lesquels je voulais revenir. D'abord, c'était sur la plus-value de nos étudiants par rapport à la machine. C'est quelque chose dont j'essaie de leur parler dès le début de la formation, leur faire comprendre que la machine ne fait pas de faute d'orthographe, de grammaire, et d'accord, et que la première chose pour les étudiants, c'est déjà d'accepter ça, de savoir qu'ils ont énormément de travail à faire pour se remettre à niveau sur un point de vue linguistique. Et c'est problématique actuellement avec les étudiants qu'on a depuis quelques années quand même. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on insiste beaucoup. Le deuxième, c'est qu'ils sont très jeunes, les étudiants, ils n'ont pas beaucoup de maturité, il y a peu de domaines dans lesquels ils peuvent se dire spécialistes. Hier encore, il y a un étudiant qui trouvait très bizarre le terme créance en souffrance, il me disait ça fait théâtral cette formulation, est-ce qu'on pourrait pas trouver autre chose? Voilà, donc ils sont jeunes, ils connaissent pas. Donc c'est essayer de les amener à cette curiosité de tout lire, de s'intéresser à tout, d'essayer de mémoriser un petit peu la terminologie propre à chaque métier, de comprendre qu'il y a des jargons propres à tout et qu'il faut passer par là. Ensuite, un autre point qui est un petit peu turlupinant quand même, c'est la viabilité de notre métier à l'heure où absolument tout est automatisé, y compris les commandes. Donc on nous demande de post-éditer la machine, d'accepter des jobs qui nous sont envoyés en masse, et c'est au premier qui va cliquer, qui va avoir le job. Là, on est dans une période où le travail est un petit peu dur dans beaucoup de domaines. Je vois parfois, 1 minute après avoir reçu un job, qu'il est déjà pris par un autre linguiste. Donc ça veut dire que tout le monde est sur les dents, soyons clairs. Désolée pour ceux qui nous parlent de leurs tarifs faramineux, mais il y en a beaucoup qui tirent le diable par la queue actuellement dans la profession. Et puis ça s'accompagne en plus de problèmes de santé mentale pour beaucoup. Je le constate parmi mes collaborateurs. On travaille seul face à une machine avec des cadences effrénées.
il y a beaucoup de burn-out. Il faut que les agences en soient conscientes. On ne peut pas faire avaler n'importe quoi aux indépendants. Si on veut que le métier continue à attirer des gens qui sont motivés, qui en retirent une gratification financière, évidemment, mais aussi humaine et intellectuelle, il faut d'abord qu'il y ait des rapports humains et puis aussi qu'on puisse avoir des délais suffisants. Les délais sont beaucoup trop courts. On est dans une sorte de frénésie du marché où je pense que tous les commerciaux se promettent des délais, enfin, qui jouent sur les délais pour remporter les contrats. J'imagine que c'est ça qui se passe. Et on n'a plus le temps de travailler. On n'a pas le temps de prendre du recul, de trouver les bonnes formulations et de faire un travail intelligent, de travailler en bonne intelligence. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je crois qu'il faut que les formations en parlent, pour que les étudiants, quand ils vont en stage dans les entreprises aussi, le rapportent et que tout le secteur en prenne conscience, que les traducteurs actuellement souffrent, je crois. Donc, ce qu'on va faire, c'est de développer la curiosité et l'esprit critique des étudiants. Anna a dit effectivement que les connaissances technologiques, paradoxalement, on a beaucoup insisté là-dessus. Nos formations se sont beaucoup développées là-dessus dans les dernières années. Et finalement, je crois que maintenant, on peut un peu lever le pied là-dessus parce que les outils sont de plus en plus intuitifs. On n'a pas besoin de tant que ça d'heures de formation pour que les étudiants comprennent. Il faut mieux qu'ils comprennent à quoi servent les différentes fonctionnalités plutôt que de savoir les utiliser, puisqu'il y a des rubriques d'aide un peu partout, finalement, et qu'il vaut mieux être orienté, savoir s'orienter plutôt que de faire du bourrage de crâne technologique. Une toute petite minute, d'accord. Sur le côté positif, on en discutait tout à l'heure avec Alain. C'est quand même positif, c'est que plus ça va, plus moi en tout cas, on me demande de plus en plus de reprendre de mauvaises traductions. Parce que les délais étaient trop serrés, parce que les traducteurs, parce que ça a été envoyé en masse et que c'était le premier qui a cliqué, qui a eu le job, qu'il a dû travailler avec un délai de fou, et que finalement, on a beaucoup de reprises où on nous demande d'évaluer la traduction, de nous dire pourquoi c'est mauvais et de jouer un rôle d'arbitre avec les clients. Donc tout ça, c'est pas des très bons signes. Ça veut dire que le marché est malade. Plus il y a de reprises, plus c'est mauvais. Et je crois qu'il serait temps d'être un peu moins frénétique. Bien, merci pour cet aperçu d'un côté que nous n'avions peut-être pas tout à fait abordé ou pensé à aborder jusqu'à présent. Et merci aussi pour la note d'optimisme finale. Donc, effectivement, il y a du travail pour les vrais traducteurs, pour les traducteurs humains. Merci beaucoup, Caroline. Maria, si tu veux enchaîner. Maria va... Oui, je donc, te laisse présenter. merci. Et merci aux organisateurs, à l'Université de Bourgogne et à Amélie Jocelyn de m'avoir permis d'être ici mais aujourd'hui. Et surtout, merci à Sylvain pour la présentation qu'il a fait tout à l'heure. Je ne travaille pas dans l'audiovisuel et pourtant, je me suis sentie vraiment je me reconnais beaucoup dans tout ce que tu as pu dire, et j'avais un peu peur que mon intervention tombait comme un cheveu dans la soupe, mais je crois que tu as bien planté les décors et je vais un peu continuer dans la même ligne. Donc on m'a un peu demandé de réfléchir aux lacunes. Enfin, il faut dire que je suis traductrice et j'interviens dans les masters à Toulouse, mais depuis très peu. Je suis traductrice à freelance depuis 23 ans. Et j'interviens à Toulouse depuis seulement 300 et très peu. Donc j'ai une vision qui est personnelle, qui vient de mon expérience et qui est sans doute partielle. Mais quand on m'a demandé de penser aux éventuelles lacunes que je vois dans les formations des traducteurs, pour moi, il y a un volet entreprise qui manque, ou comme Sylvain a exprimé autrement, c'est de leur montrer la réalité de la chose. Voilà, parce que c'est vrai que apprendre
toutes les questions terminologiques, linguistiques, traductologiques, etc. C'est la base, et c'est vrai, mais après, quand on vient dans ces masters, c'est toujours parce qu'on est attiré vers ces questions-là, c'est-à-dire la langue, la traduction, etc. Par contre, je vois que les traducteurs ne sont pas des commerciaux, on va dire, dans l'âme, hein, très loin de là. Ça nous coûte beaucoup de vendre nos services et de nous mettre un peu en lumière pour dire ce qu'on peut faire pour aider, ce qu'on sait faire. Et pourtant, c'est indispensable. Pas seulement quand on sort du master, mais je pense que, oui, voilà, moi j'avais pris c'est une enquête qui a été menée par la SFT en 2022. Elle est sans doute aussi partielle parce que je crois que beaucoup des personnes qui ont répondu à cette enquête sont adhérents de la SFT. Et chez les adhérents de la SFT, parce que je suis aussi déléguée régionale SFT Occitanie, nous ne représentons pas toute la population des traducteurs, on va dire. Mais on voit quand même qu'il y a une très grande majorité, un micro-entrepreneur et un freelance, une entreprise individuelle. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir gérer une entreprise, qu'il faut savoir gérer un flux de trésorerie, qu'il faut savoir gérer les fluctuations d'activité, qu'il faut savoir prospecter, qu'il faut savoir vendre ses services. Et je pense que c'est quelque chose à laquelle on va être confronté tôt ou tard dans notre carrière. Parce que tout à l'heure, Enrico me disait qu'en sortant d'un master de traduction, je pense qu'effectivement, il vaut peut-être mieux commencer par travailler un salarié pour voir un peu, pour acquérir un peu d'expérience, pour voir la réalité du marché. Mais dans beaucoup des cas, on va finir par être indépendant. Moi, j'ai eu un problème suite à la perte d'un de mes plus gros clients pendant les Covid. Et justement, j'avais délaissé un peu tout ça. J'avais délaissé les côtés entreprise. Donc, je vais dire que c'est valable tout au long de sa carrière. Et donc, voilà, quelques exemples de choses que je pourrais proposer dans ces volets entreprise, c'était apprendre à prospecter, pas seulement en indépendant, mais aussi quand on cherche un travail des traducteurs, même un salarié, savoir comment se présenter. Parce qu'aujourd'hui, je vois que nos étudiantes peinent beaucoup à trouver des stages. Mais c'est que moi, en tant que freelance, je reçois des candidatures des stages des étudiantes en traduction, mais je reçois aussi des candidatures des gens qui viennent du marketing et qui veulent s'occuper des MacCom. Et ce n'est pas du tout, je veux dire, les étudiantes en traduction font des candidatures qui donnent pas hyper envie de les engager, quoi. Ils sont pas vendeuses. Donc la prospection, la rédaction d'une carte de service, si on veut, traduction, post-édition, interprétation pour ceux qui font, et apprendre à vendre ces services-là. La fixation des tarifs, la négociation des tarifs, mais pour ça, il faut savoir quel est mon taux horaire, combien j'ai besoin de gagner par jour, combien je peux gagner par jour avec la quantité de mots que je suis capable de traduire par jour, et percevoir sa propre valeur par rapport aux machines, par rapport à nos compétences, à nos domaines de spécialisation. Savoir se mettre dans la peau d'un client aussi. Et tout à l'heure, je ne sais pas qui a parlé des personnes ressources. Moi, dans la matière que j'enseigne à Toulouse, je voulais faire intervenir justement une de ces personnes ressources
Parce que nous, en tant que traducteurs, peut-être qu'on est un peu, des fois, déconnectés de la réalité du terrain de nos clients. Donc, savoir se mettre dans la peau de ces clients-là, savoir ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin aussi. Savoir connaître les associations pro et la formation continue. Donc, voilà, donc tout ça, je pense que ça manque un peu et que ça complète très bien les profils des gens qui vont se voir confrontés à cette réalité, surtout maintenant quand les choses sont en train de changer et d'évoluer assez vite. Et après, juste pour finir, Caroline s'est demandé tout à l'heure sur la viabilité des métiers de la traduction, mais et l'attractivité aussi. Et l'attractivité, est-ce qu'ils vont être toujours attrayants pour les personnes avec tous les contextes qu'on est en train de voir ici aujourd'hui? Donc, je finirai par cette question. Est-ce que les métiers de la traduction sont toujours attrayants? Merci beaucoup, Maria. Je pense que nous nous posons tous cette question. Nous aurons sans doute l'occasion d'en débattre dans quelques minutes après la présentation d'Enrico. Enrico qui va nous parler d'un projet de traduction, donc d'une mise en situation aussi proche de la réalité que possible, donc toujours dans cette optique de développer les compétences pratiques de nos étudiants. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la FUMT et à la DGT pour cette invitation. D'autant plus que c'est à la FUMT et à la DGT, via le réseau AMT, que je dois la plupart de ces idées au cours des années. Donc voilà, je vais vous parler d'un apprentissage par projet qu'on fait dans le master que je dirige, le master TST. Ce n'est rien de révolutionnaire. Je suppose que ça se fait dans la plupart des formations représentées ici. Mais c'est quelque chose qu'effectivement, ce sont des bonnes pratiques que j'ai découvertes et que j'ai appliqué et décliné dans le contexte local. Donc, nous avons 2 projets de simulation d'agence. Donc, en master TST, je vais essayer de l'agrandir ici. Hop. Voilà. Donc, nous avons une simulation en première année de master. Donc, c'est sur 6 semaines, une simulation d'agence de traduction avec des clients fictifs, nos enseignants. Et on fait une deuxième simulation en deuxième année. C'est un projet réel, dans ce cas-là, sur 3 jours. Donc, un projet intensif. Le projet de M1, comme je l'ai marqué, donc l'idée est venue en 2017. Les bonnes pratiques échangées au sein de la FUMT et du réseau EMT. La source d'inspiration principale, c'est sans doute le Tradutech, donc à Rennes 2, mais aussi ce que Rudy Locke fait à Lille depuis quelques années. À l'époque, ça s'appelait différemment, aujourd'hui c'est Skills Lab. Et le réseau international, donc le International Network of Simulated Translation Bureaus. Et les projets de M2, de deuxième année, le projet réel a été ajouté en 2019. Suite à en fait, on a restructuré un peu la maquette en vue de l'introduction de l'alternance et ça a dégagé une possibilité de créer un projet réel qui soit une passerelle vraiment vers le monde professionnel. Alors, je passe au suivant. Ok, là c'est bon. Alors la simulation de première année, on a des groupes de 4-5 personnes, on a des répartitions de rôles. Alors il faut dire que les groupes, c'est nous qui les créons pour ne pas créer, pour leur imposer en fait de travailler avec n'importe qui dans la promotion, que ce soit que du copinage, etc. Donc après, on leur demande eux-mêmes de répartir le rôle, donc un gestionnaire de projet qui sera notre interlocuteur et d'autres traducteurs, d'autres types de figures. Il peut être quelqu'un qui s'occupe de la terminologie, en l'occurrence en fonction des projets, et on leur demande de externaliser aussi vers de freelance de deuxième année de licence qui permet de créer des relations entre les formations. Il y a un jeu de négociation
traduction qui dure 6 semaines avec les clients fictifs, donc c'est 4 enseignants. On joue le jeu jusqu'au bout, hein. On a des adresses mail différentes, on ne parle jamais du projet pendant les 6 semaines, même si on les a en cours pour d'autres choses. Donc une chose, c'est mon personnage dans le jeu, et une chose, c'est moi en tant qu'enseignant. On travaille sur les délais, tarifs, prestations, aspects contractuels, du devis jusqu'à la facturation. On fait un travail sur les textes scientifiques et techniques. Donc, il y a chaque client, donc on est 4, on a des inclinaisons différentes, des domaines différents, donc médecine, informatique, etc. Et on a parfois des tâches annexes aussi, parce qu'on essaye de faire dans cet esprit de décloisonnement, comme on disait tout à l'heure, on essaye de faire de liens aussi avec d'autres cours. Par exemple, un cours de PAO, ils sont amenés à manipuler des images avec du texte, etc. Les objectifs pédagogiques, c'est des compétences de prestation de services. Pour les passionnés du référentiel de l'EMT, ce seraient les compétences entre 28 et 33 en particulier. Des compétences interpersonnelles, de traduction et en moindre mesure technologique. Le technologique est là, mais même si ce n'est pas le cœur de la simulation. En M2, on passe sur quelque chose de plus long. Comme je vous disais, c'est vraiment prévu à la fin de la formation. C'est la dernière chose qu'on fait avant de partir en stage ou alors en alternance. C'est la fin du premier semestre. Je crois que je crois qu'à Strasbourg notamment, vous avez un marathon de traduction un peu qui est sur le même esprit. Donc on a toujours des groupes de 4 ou 5 personnes, mais c'est pas les mêmes groupes. Donc on fait attention à ne pas, parce que la plupart de nos étudiants font le M1 et le M2, donc on essaye de ne pas reconstituer les mêmes groupes du M1. On travaille cette fois-ci sur des projets réels. Donc le premier projet, c'était sur des projets fictifs. Et on travaille avec un cahier de charges, des feuilles de style, de bases. En fonction des clients, on peut avoir des bases terminologiques et des mémoires. Les partenaires sont variés. Alors, c'est aux enseignants de les trouver. Donc, on a travaillé jusque-là avec des ONG, Traducteurs sans frontières, ATD Quart Monde, du journalisme à but non lucratif, donc Café Babel, autrefois, EREB, de la vulgarisation scientifique avec le sous-titrage des vidéos médicaux d'antan avec Medfilm, et des acteurs institutionnels, notamment le Centre de traduction des organes de l'UE, avec lesquels on avait établi un partenariat. Ce qu'on demande aux partenaires, c'est de fournir, d'avoir un interlocuteur, de fournir une révision systématique et approfondie du travail des étudiants, de rendre compte du travail des étudiants. Donc, si on peut mettre la signature des étudiants dans le travail, on le fait. Sinon, il y a aussi, on essaie d'obtenir des certificats de participation. Voilà. Pour ce qui est des objectifs pédagogiques, on a des compétences interpersonnelles qui sont travaillées cette fois-ci. Donc, on serait entre 21 et 23, encore une fois, dans le référentiel, de traduction, de prestation du service, même si en moindre mesure, parce qu'il y a moins l'aspect de négociation, et encore une fois, des compétences technologiques. Bon, j'en viens à un petit retour d'expérience. Alors, le retour des étudiants est plutôt positif. On a un débriefing écrit à la fin. On leur demande avec la fin du projet de faire un débriefing écrit, et on a un débriefing oral. Bon, les points négatifs qui sont souvent évoqués, c'est surtout les stress en M2, surtout dans les projets de M2 parce que c'est très intensif et ils ont un délai qu'il faut tenir et qui est très court. Il y a aussi des problèmes technologiques, par exemple, etc. Et parmi les points positifs, pas toujours, mais souvent, c'est l'entraide et la dynamique des groupes qui est souvent très positive. Mais vu qu'on parle de former les formateurs, je me suis interrogé aussi sur le retour, sur l'intérêt en fait de cette pratique pour nous, et je trouve que c'est une activité assez stimulante pour nous, pour les enseignants impliqués. Donc on est 2 enseignants-chercheurs, Tatiana Mouzinova, que vous connaissez, la plupart d'entre vous connaissent, moi-même, une autre enseignante, Adèle Muller, et une professionnelle de la traduction, donc Eliane Banbart. Ce que je retiens de positif dans ce décloisement, comme ça a été évoqué ce matin, c'est que c'est l'occasion d'échanger vraiment sur nos pratiques d'enseignement, sur les modalités d'évaluation. On a établi une grille d'évaluation avec plusieurs paramètres que je ne présente pas, mais qui est notre base, notre socle en fait pour une évaluation commune. Ça nous permet d'établir des relations avec les milieux professionnels, à la recherche des différents projets, surtout en M2. Et ça demande du temps, évidemment, mais c'est plutôt gratifiant. Et ça a des retombées aussi sur nos autres cours, parce que finalement, surtout les enseignants moins professionnels bénéficient en fait de ce genre d'activité pour se tenir un peu au jour de pratiques courantes. Voilà, et ce qui fait qu'à la fin,
on a même des visages souriants après 24 heures de traduction non-stop, quoi. Voilà. À part moi, hein, parce que j'étais épuisé. Voilà, je pense que je finis. Merci beaucoup, Enrico. Bon, j'avais préparé toute une liste de questions, mais je pense que le mieux serait de donner la parole à la salle. Et puis, si le temps le permet, Je voulais savoir, Enrico, parce qu'on est nombreux à faire ce genre de projet, je voulais savoir, vous, quel volume ça vous donne à corriger par enseignant? Alors, en termes de volume, pour les projets DM2, pas beaucoup, parce que finalement, l'accord avec les partenaires extérieurs, c'est qu'ils fournissent une révision. Et les partenaires fournissent une révision très, très approfondie, notamment les centres de traduction des organes de l'UE, donc un organisme institutionnel européen. Il nous fait une révision approfondie en modalité, en suivi des modifications sur Studio, et ensuite un document aussi de 3-4 pages où ils relatent les différents problèmes qu'ils ont retrouvés. Donc en M2, c'est plus un travail d'aller à la recherche de partenaires qu'un travail de correction. En M1, effectivement, il y a plus de corrections. Là, on décide. Par contre, l'évaluation ne porte pas uniquement sur la correction, sur la traduction. C'est toute la partie négociation, etc. Mais en termes de volume, je me souviens plus. Je réfléchis, peut-être je vais retrouver. Je sais qu'on essaye pour le Master 2, on part sur l'idée qu'un étudiant en stage devrait être capable plus ou moins d'assurer 1500 mots par jour. Donc, on multiplie ça par 5 personnes, 3 jours, on déduit quand même un temps important de coordination au sein du groupe, etc. Et on essaye de ne pas les pousser jusqu'à limite, parce qu'après, ça se répercute sur la qualité du travail, et vu que c'est la première expérience, on ne veut pas non plus le surcharger. Disons qu'on crée une situation de stress contrôlé, on ne veut pas qu'il soit dépassé. Enrico, je voulais juste savoir comment vous l'avez intégré au niveau de la maquette. 24 heures. C'est 24 heures à chaque fois. C'est intégré dans la maquette, 24 heures au semestre 2 et 24 heures au semestre 3. En Master 1. En Master 2, en Master 1 et en Master 2. Ah oui, d'accord. Okay. Du semestre 2, donc semestre 2 du Master 1 et semestre 3 du Master 2. D'accord. Et donc, c'est voilà, projet de traduction. Projet de traduction, et on bloque une salle. Alors, dans les cas du M2, on bloque une salle pendant 3 jours. C'est notre salle, voilà, et il passe sa journée là-dedans. Donc, ça se fait sur 3 jours précis? Oui, c'est 16, 17, 18 décembre cette année. Ils savent déjà depuis le début d'année que ça sera... Et c'est la dernière chose, et après, on va déjeuner ensemble, et c'est Noël. D'accord, merci. J'avais aussi... je voulais rebondir sur quelque chose que Anna a dit, mais peut-être que... Tu avais une question pour elle? Ouais, ok. Anna, donc on en avait parlé tout à l'heure aussi, de la rédaction de requêtes, donc le prompting pour l'IA. Voilà, c'est vrai, tu as raison, c'est une compétence humaine. Donc moi, ma grande question, et c'est un peu pour nous tous, je pense, voilà, est-ce qu'on peut nous-mêmes devenir experts? Je pense que oui. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Mais comment est-ce qu'on va dans... Parce que moi, je voudrais vraiment intégrer un module dans la prochaine maquette où on fait que ça. On ne joue qu'à ça, parce que c'est jouer, en fait, avec les... Comment on va les appeler, ces modules? Et comment on va se justifier, nous, en tant qu'intervenants, soi-disant experts auto-formés, dans un truc où on n'a personne... Parce que moi, je regarde parfois... S'il y a des gens, voilà, que je pourrais aller chercher comme intervenant pour enseigner cette compétence, mais Alors moi, je pense que l'idée, c'est de d'abord faire joujou soi-même, justement, découvrir soi-même, puisque l'outil, alors notamment donc ChatGPT de OpenAI, sur le site de OpenAI, l'outil est gratuit, avec des limitations après un nombre de requêtes, etc. Mais de faire soi-même d'abord les tests et puis ensuite transférer cela en faisant faire aux étudiants soi-même. Donc, par exemple, si on veut s'en servir pour de la recherche terminologique. Dans un premier temps, en tant qu'utilisateur naïf, on aura tendance à demander, voilà, comment est-ce que...
voici un texte à traduire, peux-tu me extraire les termes et puis donner des équivalents? Et puis on se rend très vite compte qu'avec ce type de requête, l'outil va en fait nous donner des traductions, par exemple, qui sont faites directement donc par l'outil et pas des équivalences attestées qu'on trouverait justement dans de la communication entre spécialistes en langue cible. Et donc par erreur, correction de l'erreur, essayer de trouver la façon dont on peut se servir de l'outil pour obtenir quelque chose de réellement utilisable. Alors il faut bien dire qu'à l'heure actuelle, c'est quand même des outils grand public. C'est des outils destinés au grand public et donc pour l'instant, pour le traducteur professionnel, par exemple, pour ce qui est vraiment de la recherche terminologique, recherche documentaire, c'est pas extrêmement utile, mais on arrive quand même en précisant ces requêtes, en posant aussi à l'outil des questions sur les réponses qu'il a apportées. Pourquoi telle réponse? Parce que des fois, on remarque par exemple des erreurs et on peut essayer avec l'outil, essayer de comprendre ce qui l'a mené à l'erreur. Mais je pense qu'il est indispensable de toute façon de faire soi-même d'abord ces explorations et puis ensuite, pour un tel cours, par exemple, faire justement travailler sur l'aspect est-ce qu'on peut faire de l'extraction terminologique, penser à d'autres utilisations, est-ce qu'on peut utiliser ça pour l'alignement, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire de la recherche terminologique en donnant une référence, donc en donnant un site de référence. Alors après, concrètement, on se limite, on a quand même la limite imposée si on utilise les versions gratuites, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont réservées à l'utilisation payante, par exemple l'analyse de documents entiers plutôt que de choses plutôt que juste pouvoir saisir le texte, l'alignement, etc. Oui, c'est 20 € pour une personne, donc pour la traductrice professionnelle, c'est rien. Pour l'enseignant soi-même, c'est rien. Par contre, s'il faut obtenir ça pour tous les étudiants de la formation, etc., là, on se heurte très vite. Donc moi, par exemple, j'ai utilisé les versions gratuites en cours pour ce type d'exploration. Voilà, faites vous-même l'expérience et essayez d'obtenir quelque chose d'utile. Donc, je vais donner juste un exemple très rapidement. J'avais fait des expérimentations pour faire rédiger de la poésie, ce qu'il fait très très bien d'ailleurs. Il traduit pas bien la poésie, mais il rédige de très bons poèmes, pour un néophyte en tout cas. Et ensuite, j'ai voulu donc demander à l'outil d'analyser son poème et il m'a quand même donné sur un poème de 6 lignes qu'il m'avait rédigé donc lui-même, il m'a quand même donné 2 mauvaises analyses. Je l'ai corrigé, puis après je lui ai demandé comment est-ce qu'il a pu aussi mal analyser la structure de ce poème de 6 lignes, avec une première strophe de 4 lignes et puis ensuite un couplet de 2 lignes, qu'il m'avait d'abord dit il y a 8 lignes et il y a 2 strophes de 4, et puis après il avait dit c'est 2 strophes de 3 lignes, etc. Et en fait, il a réussi à bien m'expliquer en lui posant la question comment, à partir de sa façon de procéder, donc de la généralisation, de la prédiction généralisation qui est à la base de son travail, comment concrètement, en fait, il est arrivé à ces 2 réponses erronées sur une tâche aussi simple. Donc vraiment, mettre les mains dans le cambouis soi-même, faire ces expérimentations, et puis pareil pour les étudiants, leur faire faire. Je pense qu'il n'y a vraiment, aucun intérêt à leur dire ça fonctionne de cette façon, etc. Le mieux, c'est qu'ils essaient, on leur donne une tâche, essayer d'exploiter cet outil, voir ce que vous arrivez à faire et comment est-ce que vous arrivez à en tirer quelque chose de bénéfique. Après, c'est tout un autre débat. Quand est-ce qu'on aura des interfaces d'intelligence artificielle, par exemple, prévues pour la traduction professionnelle et donc qui aurait autre chose que ces outils grand public proposent à l'heure actuelle. Mais je dirais expérimenter. Des fois, il faut lui parler comme à un enfant de 5 ans. C'est de la communication et c'est le seul moyen de l'apprendre. En fait, c'est vraiment le faire correctement et puis surtout revenir sur les résultats des expériences avec les étudiants, analyser, essayer de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, en étant plongé en plein dedans. Oui, c'était juste une petite question pour Enrico. Là, je me demandais pour le projet intensif de M2 sur 3 jours, quel est le volume de traduction qui est donné au départ?
Est-ce que ça varie? Parce que tu as donné plusieurs exemples de projets, mais est-ce que est-ce qu'il y a un nombre de mots? Est-ce qu'il y a comme un type de document en particulier? Est-ce que ça dépend vraiment du partenariat que tu as pu développer? Voilà, je me posais ces questions. Disons qu'il y a plusieurs éléments, mais quand on contacte le partenaire, on lui demande on lui dit un peu les disponibilités qu'on a en termes de mots qu'on pourrait gérer sur 3 jours. Le calcul s'est fait à partir du nombre de participants. Donc, supposons que j'ai 4 participants sur 3 jours. Donc, ça fait 12 plus multiplié par 1500. Mais ensuite, je déduis le temps que je sais que ça va demander en termes d'organisation au sein du groupe. Et après, on essaye non plus d'aller jusqu'à la limite. Alors, je ne sais pas si ça doit tourner autour de, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais quelque chose comme 10 000 mots, peut-être. Et le projet de M1, c'est un peu moins que ça. Je faisais le calcul tout à l'heure, c'est un peu moins parce qu'on travaille beaucoup plus l'aspect négociation, contractation, etc. Mais par contre, on a souvent la remarque que même si on baisse les attentes par rapport aux 1500 mots par jour, on a souvent la remarque que c'était chargé en termes de temps, quoi. Le délai était serré. Qu'il y a d'autres questions? Oui, c'était pas vraiment une question, plutôt une remarque pour compléter le propos de Caroline, notamment sur le fait que vous constatiez qu'il y ait une baisse de la qualité. Effectivement, mais nous aussi, on le constate en agence. Et on se rend compte ou en tout cas, on suppose que c'est en premier lieu le critère de prix qui fait que le client va vers un produit moins cher et se rend compte ensuite que la qualité n'y est pas, ce qui revient à reprendre le travail. Et puis un deuxième sujet qui est lié, je pense aussi au développement des outils, c'est que avec la pression tarifaire et la conjoncture, le client essaye de se débrouiller par lui-même. Et au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, les jours passent, les semaines passent, et on se retrouve avec un délai qui est réduit à peau de chagrin pour améliorer le travail. Donc, c'est un constat qu'on fait aussi en agence. Alors, effectivement, on peut parler d'éducation client, mais c'est compliqué quand c'est déjà fait. Donc, le client en question, effectivement, il reverra peut-être sa copie pour la fois suivante, mais en attendant, on est face à cette difficulté aussi. Donc, c'est une réalité et je pense que c'est une partie du problème, le fait qu'il y ait une déshumanisation avec le premier qui clique. Mais c'est pas que ça, en fait. C'est aussi côté client, le client lui-même qui cherche à avoir le produit le moins cher. Parfois, je me dis que la solution, ce serait peut-être que le modèle de prestataire externe est peut-être un peu dépassé et que les entreprises devraient embaucher davantage de gens en interne qui seraient responsables de toute la com et qui sauraient comment on gère un processus de rédaction, un processus de traduction, de sous-titrage, et qui puissent faire appel à des tiers ensuite, mais qui est quand même quelqu'un en interne et qui sache faire un glossaire, un guide de style, des choses que les agences peut-être peinent à faire avec des clients, sauf contrat cadre de longue durée. Mais ce sont clairement des choses qui manquent. Oui, je vous rejoins sur ce point. Et peut-être mon naturel optimiste me pousse à croire qu'on y reviendra certainement parce que le modèle à terme, pour moi, n'est pas viable de cette façon-là. Et en même temps, on constate aussi, en tout cas les dernières statistiques le montrent, que les besoins en traduction sont croissants d'année en année. C'est juste la façon, en fait, de les traiter qui a changé. Donc, j'aimerais rester optimiste sur la question. Merci. Une toute petite question, dernière question. J'avais une petite question concernant les stages, mais oui, très rapide.
Est-ce que ça marche? Ça marche. Enrico m'aurait entendu. Par rapport au projet, alors soit simulé, soit le vrai projet. Comment est-ce que dans la formation vous intégrez justement tout ce qui est le choix des outils? Est-ce que par exemple les groupes sont parfaitement libres et s'ils analysent ici la traduction automatique serait utile, donc on va l'employer. Ici, sur ce projet-là, on considère que les outils, ça serait une gêne, donc on va même pas utiliser la TAO. Comment est-ce que ça se passe au niveau justement du choix des outils dans ce type de projet? C'est soit il y a un cahier des charges qui le définit, et c'était le cas par exemple dans quelques projets, soit ils sont laissés libres et ils décident de ce qu'ils veulent faire. Donc par les passés, par exemple dans les projets de l'exercice de traduction audiovisuelle, il y avait un logiciel qu'ils avaient vu en traduction audiovisuelle, donc ils utilisaient ce logiciel-là. En traduction journalistique, ils utilisaient Word, tout simplement, et avec les centres de traduction, ils utilisaient un outil des TAO, avec aussi, ils avaient la possibilité, on avait fourni via une mémoire de traduction, la traduction automatique via le moteur interne. Mais finalement, ils ont décidé, ils étaient laissés libres en fait de l'utiliser ou pas, et ils ont décidé de ne pas l'utiliser. Voilà, donc ça. Et pour le projet de main, là, on conseille l'utilisation d'un logiciel basé sur le cloud, en l'occurrence Phrase, parce qu'on l'avait présenté, parce que ça permet, il a des fonctionnalités de gestion de flux de traduction assez intuitives et simples, donc ça permet de travailler cet aspect-là en douceur un peu. Notamment pour le suivi des modifications, non? Parce que vous devez évaluer, j'imagine, le travail de relecture aussi. Après, ils nous mettent en dernière étape, en relecteur final, comme ça on peut voir aussi. Et donc quand ils travaillent sous Word, vous travaillez avec le suivi des modifs Word? Quand ils travaillent dans Word, non, ils envoient une traduction. Et vous n'évaluez pas le travail de relecture qui a été effectué pendant le projet? Je ne te suis pas là, je pense. Je me suis perdu. Parce qu'il y a un traducteur, un relecteur et un chef de projet, c'est bien ça? Oui. Et donc, vous n'évaluez pas le travail du relecteur sur la traduction du... Non, on évalue le produit final, là. Mais c'est vrai qu'on pourrait, dans Phrase, avoir accès à toutes les étapes, mais on se concentre sur le résultat final parce qu'on considère qu'ils sont tous responsables. On va continuer après. Et surtout, excusez-moi, j'avais encore une petite question pour Maria, parce que je trouve que la question des stages, on ne l'a pas beaucoup abordée aujourd'hui. Maria, quel serait pour toi le stage idéal? Parce que tu as abordé plusieurs points à traiter d'un point de vue pratique en entreprise, ainsi de suite. Juste une petite réponse. J'ai déjà accueilli des stagiaires chez moi, mais c'est difficile parce que les étudiants et étudiantes qu'on a en master traduisent vers les français. Moi, j'ai traduit vers l'espagnol. Donc, justement, quand j'en ai reçu, je leur dis que je peux leur montrer et leur faire pratiquer sur tout cet aspect-là que je viens de décrire. Comment gérer son activité, comment trouver des clients, etc. Mais je sais que à Toulouse, les étudiants ont beaucoup de mal à trouver des stages. Je crois que d'une façon générale, les postes salariés des traducteurs se font de plus en plus rares. Et pour moi, un stage idéal serait un stage où on peut voir les différents métiers de la traduction, peut-être, qu'on peut voir et la gestion des projets, et la traduction, et la révision, la post-édition, et bien sûr travailler avec plusieurs outils. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Je pense que nous avons réussi à donner une idée. Donc, une idée vraiment complète, dresser un tableau très complet de nos préoccupations, de l'état actuel, de ce que nous mettons en place dans nos formations. Et pour tout cela, je vous remercie.
Je me réjouis de vous voir encore si nombreux à cette heure-ci, même si certains, au revoir Catel, doivent prendre un train. Nous arrivons aux conclusions de cette journée. Je sais que vous êtes fatigués, mais il y a quand même un certain nombre de choses à dire. Et d'abord, c'est peut-être pas mal de dire merci. Merci à la Direction Générale de la Traduction, à son équipe EMT, à son représentant en France, sans qui cet atelier Traduire l'Europe n'aurait pas pu se produire. Merci à la somptueuse Université de Bourgogne, à son équipe technique et à toute son équipe donc, pour leur accueil. Merci au bureau et aux membres de la FUMT et des autres associations représentées ici. Il y en a plusieurs, certaines à distance, et c'est une très bonne chose. Merci à nos intervenants qui ont été très précis et à notre public qui est évidemment précieux. Ce public qui est ici dans cette salle, mais qui nous entendra un jour sur la chaîne YouTube donc de la DGT. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Je vais essayer d'aller vite. Qu'est-ce qu'on voulait faire à travers cette journée d'études? De donner la parole à des représentants des entreprises, des formations, de la recherche. C'est vraiment le triangle d'or pour échanger sur des bonnes pratiques afin d'aller vers ce qui nous tient tous à cœur, une meilleure adéquation entre formation et vie professionnelle. Et comment? En donnant à chacun, et en particulier aux représentants de ces différents mondes, l'occasion de présenter concrètement ce qu'il sait faire. Et aussi de se demander ensemble comment faire mieux. Comment faire mieux à destination de quel auditoire? Les enseignants, titulaires, vacataires, qui sont souvent aussi, et on en a vu maints exemples aujourd'hui, des professionnels de la traduction eux-mêmes, des formations membres de la FUM, des membres des entreprises de traduction, et voilà, parce que tout ça forme finalement un même univers. Et donc, sous la forme d'un atelier Traduire l'Europe, donc cette création magnifique de la DGT. Et dans quelle perspective? En fait, cette idée est née en février, lors d'une réunion du bureau du réseau EMT, Master européen en traduction, et de représentants du Lindweb Forum, pour essayer d'avancer ensemble vers une meilleure compréhension et une meilleure adéquation. Et c'est un peu, dans l'esprit qui est né à cette époque, une préfiguration de ce qui pourrait être, ça, ce sera aux instances d'en décider, donc un forum Traduire l'Europe, en anglais, Translating Europe Forum. On verra. Donc ça, je viens de le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a appris à ce stade? Vous reconnaissez un film, vous avez peut-être tous vu. Si vous n'avez pas vu, voyez-le. Qu'est-ce qu'on a appris? D'abord, globalement, on a appris qu'on travaille mieux quand on travaille ensemble. Ce qui n'oblige pas à être d'accord sur tout. Il faut, au moins sur ce point-là, on peut être d'accord. Il y a un mot qui est revenu souvent au cours de cette journée, c'est le mot conscience. Oui, effectivement, c'est pas inutile. D'autres choses qui sont revenues souvent, que la formation compte plus que la note. Ok, il faut donner des notes, mais est-ce que c'est l'essentiel? Non, l'essentiel, c'est d'avoir appris quelque chose. Effectivement, on a aussi, alors ça on le savait, enfin la plupart d'entre nous, mais c'est peut-être pas mal de le rappeler pour les autres, que l'avenir de la profession, non, c'est pas que la post-édition et l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de choses. Et qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, oui, il faut un surcroît d'intelligence humaine. Ça aussi, c'est beaucoup revenu dans les propos. Et pour ça, il faut peut-être aussi oser sortir de sa zone de confort et éventuellement arrêter de répéter tout le temps la même chose. Ce qui se résume en une montée en compétences, y compris stratégique. Alors, plus dans le détail, je vais aller vite, parce que l'heure tourne.
on a eu des statistiques, c'est important les statistiques, pour pouvoir raisonner à partir de données concrètes, que l'IA progresse dans les entreprises de traduction, 66% des entreprises qui y recourent, IA et traduction automatique, que principalement pour traduire et post-éditer, qui a des freins, évidemment. Conviction personnelle, ça aussi, c'est revenu à d'autres moments. Sécurité des données, manque de compétences, manque de formation en interne. Et puis, il y a des besoins ressentis, technicité, compétences humaines. Moi, il y a une chose qui m'a frappé lors de la discussion qui a suivi, c'est qu'aucune question n'a porté sur les statistiques. Alors que c'était une présentation sur des statistiques. Voilà, c'est un élément que j'apporte à votre réflexion. C'est peut-être pas complètement anodin. Ensuite, deuxième présentation, il faut décloisonner si on veut professionnaliser. On en a eu d'autres exemples au cours de la journée, effectivement. En l'occurrence, dans la présentation de Rudy Locke et Nathalie Moulard, décloisonnement entre terminologie et traduction. Et c'est en fait, et ça aussi ça a été répété, c'est une tradition dans les universités membres de la FUMT. Si Daniel Guadec et Daniel Touzic nous entendent, ça leur rappellera quelque chose, effectivement, et qui a essaimé, Enrico l'a rappelé, largement au-delà de la France, donc dans ce qui est aujourd'hui le réseau EMT. Et ça montre quoi ? Ça montre que l'université, oui, d'abord elle travaille, et puis c'est pas une tour d'ivoire. Certainement pas, en tout cas, en ce qui concerne les formations professionnelles à la traduction. Qu'est-ce qu'on a appris ensuite avec Valérie Bada, Perrine Schumacher et in absentia Valérie Maris? Qu'il faut articuler les différents enseignements, ce qui avait été dit préalablement d'une autre manière, effectivement, avec l'intégration, en l'occurrence, des chatbots dans certains cours, maître mot encore, la conscience, mais aussi la recherche d'un cadre institutionnel, professionnel, la question des externalités, effectivement, l'environnement, par exemple, et que, en fait, si nous sommes en terre catholique ici, à Dijon, la messe n'est pas dite. C'est un monde qui est en train de s'inventer. Et c'est peut-être aussi à nous, de là où nous parlons, de contribuer à cette invention et de peser sur l'avenir. Qu'avons-nous appris ensuite avec Caroline? Que c'est peut-être pas mal d'avoir on dit un quadriptyque, ça doit exister. Expliquer, intégrer, interroger, apprivoiser. Oui, effectivement, c'est peut-être un peu ce qu'on n'a pas toujours conscience de faire ou de devoir faire quand on enseigne, y compris vis-à-vis de l'intelligence artificielle, pour surmonter les peurs. Et ça suppose, en tout cas c'est plus facile, si on fait preuve de créativité. Et ça, on peut y travailler effectivement pour permettre aux étudiants, et j'ai envie de dire aussi aux enseignants, parce que formation des formateurs, ça veut aussi dire quelque chose, de se projeter, effectivement. De se projeter. Avec Anna Moachi-Gorové, alors je m'excuse pour la prononciation, je ne suis pas expert en hongrois, malheureusement. On a appris que les aptitudes, les compétences, ça s'enseigne. Et ça s'enseigne par la pratique, et c'est important. C'est important, il faut vraiment mettre les mains dans la pratique, dans le cambouis informatique, et que ça peut se faire de manière méthodique, de manière modulaire, donc avec une excellente démonstration, et il faut sortir de la généralité pour aller dans le concret. Et souvent, ce qu'on a tendance à dire sur l'IA, c'est des généralités. Aujourd'hui, on est allé dans le concret, et c'est important. Il y a ensuite une table ronde, si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce qu'il y a été dit en très résumé? Qu'il faut évoluer avec la profession, c'est important, et donc se former continuellement, formation continue, formation tout au long de la vie, et évidemment selon les spécificités de chaque métier de la traduction. À chaque traducteur, son besoin de formation particulier, en fonction de là où il ou elle veut se placer
donc dans cet univers varié. Mais il y a aussi quelque chose qui ressort de cette table ronde, c'est que finalement, en formation continue, ben oui, la compétence de traduction, c'est un prérequis. On a beaucoup parlé du référentiel de compétences EMT aujourd'hui, qui dit, OK, la langue, la culture, ce sont des prérequis, et ensuite on vous forme aux 4 compétences professionnelles qui suivent. Eh ben, avec la formation continue, on est un stade plus loin. Effectivement, ces formations, elles s'adressent à des individus qui savent traduire, mais qui ont besoin de se mettre à jour ailleurs. Et ça, c'est important de le dire et de le rappeler avec 2 mots-clés: actualiser, parce que le monde évolue, et élargir, parce que il faut, Sylvain Cachelin l'a dit par exemple très bien, effectivement, aller vers de nouveaux marchés, de nouvelles compétences. Et c'est ce qui fait que les traducteurs sont toujours jeunes. Il n'y a que des jeunes dans cette salle, ce qui est une très bonne chose. Alors ensuite, nous sommes passés à l'anglais avec Ilia Roche, qui nous a rappelé que la traduction, y compris la traduction automatique, c'est quelque chose qui est au service, qui peut être au service, et qui l'est dans le cadre évidemment de la DGT et de la Commission européenne, du public et de la citoyenneté européenne. Ce qui n'est pas complètement anodin, et que ça suppose une politique de traduction. Ça passe par le multilinguisme. Il n'y a pas que l'anglais et le français dans la vie, c'est important de s'en souvenir. Et par la mise à disposition de ressources qui sont extrêmement riches, effectivement. Et c'était important de le rappeler, avec tout ça, un certain nombre de règles déontologiques. C'est aussi un mot qui est revenu, ou en tout cas un thème qui est revenu beaucoup au cours de cette journée, RGPD, ce genre de choses. Et au final, c'est l'humain qui doit quand même rester aux commandes. C'est pas human in the loop, c'est human at the core, comme on dit. Ensuite, Sylvain Cachelin, que nous a dit Sylvain, que la traduction dans la vie professionnelle, ça suppose une chaîne logistique dont il est important de prendre conscience. Ce que tous les étudiants, ce qui n'est pas le cas de tous les étudiants. On travaille dans une salle blanche, dans un cours, et donc il faut se projeter dans du concret, là encore, que cette chaîne logistique, elle fait intervenir différentes compétences, et il a relié effectivement les éléments de cette chaîne et puis les différentes aptitudes du référentiel EMT, et que tout ça, il faut l'opérationnaliser concrètement, quoi. Le référentiel de compétences, c'est pas une liste, hein. C'est des choses qu'il faut faire et qu'il faut mettre en pratique. Et donc, il nous a dit également que enseigner, c'est connaître le marché auquel on prépare, avec sa technicité, et parler la langue du client, et parler parfois cette langue mieux que ce client. Il y a le métalangage de la traduction, mais il y a le métalangage du marché aussi. Je pense par exemple à la confusion qui a longtemps existé et qui existe encore entre relecture et révision, qui me vient comme ça à l'esprit. Et puis, oui, il faut apprendre à négocier. C'est très très important. Et dans cette affaire, finalement, en l'écoutant, moi je me disais oui, c'est vrai, il l'a dit d'ailleurs au début de sa présentation, c'est vrai en audiovisuel, mais l'audiovisuel ici, c'est un exemple qu'on peut appliquer mutatis mutandis à tous les autres secteurs de la profession. Nous avons ensuite eu une deuxième table ronde. Qu'est-ce qui a été dit lors de cette table ronde? Oui, le discernement humain, c'est vraiment, s'il n'y a pas ça, effectivement, vous pouvez avoir toutes les compétences technologiques du monde, ça ne donnera pas forcément des très bons résultats. On a pas mal parlé de post-édition, mais pas tant que ça, beaucoup moins que dans le débat dans la presse en ce moment. Pourquoi ? Parce que la réflexion, elle est déjà sur un dépassement de la post-édition vers ce qu'on pourrait appeler la co-création de contenu. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un tournant qu'il ne faut pas rater, quoi. Et que dans cette reconfiguration
d'une bonne partie de la profession. C'est toujours un petit peu difficile de généraliser en traduction, hein. Eh ben, on va avoir besoin des mêmes compétences, mais que leurs points d'application vont être différents. Ça, c'est aussi un point très important, qu'il faut travailler sur notre plus-value humaine, enfin technique, et voilà, mais c'est vraiment important de songer à ça, et œuvrer ensemble à la viabilité de la profession, et sur la compétence, ce qui a été dit également par ailleurs, mais qu'il est important de redire, sur la compétence de prestation de services. Et ça converge, là encore, Enrico l'a montré, voilà, dans l'approche par projet. Une approche par projet, c'est mettre ensemble, effectivement, un certain nombre de compétences, montrer que tout ça fait système. Et on peut se demander si on ne va pas vers... le mot n'a pas été prononcé, mais le concept existe, hein, la slow translation. Il y a pas mal de gens qui commencent à réfléchir à ça. Et bah, ça vaut la peine d'aller regarder aussi ce qui se passe là-dedans. Voilà. Mais là, il faut que j'aille vite, moi. Voilà. Et puis, autre chose très importante qui a été redite, c'est important de communiquer auprès du monde extérieur. Ici, on parle à des gens qui connaissent le secteur. Bah oui, évidemment. Mais le reste du monde, bah, il faut prendre notre bâton de pèlerin et puis convaincre, effectivement. Bon, alors, demain, là-dedans, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, alors d'abord, tout ceci sera accessible sur la chaîne YouTube de la DGT. Donc vous pourrez regarder à loisir, envoyer les liens à vos étudiants, par exemple, présents et futurs, vos petits-neveux, etc. etc. C'est important, c'est des outils de communication et d'information. Nous espérons bien, et là je m'adresse à nos différents contributeurs, nous espérons bien que ça donnera lieu à une publication. Je crois que du point de vue de la qualité de ce qu'on a eu aujourd'hui, on a largement de quoi faire quelque chose qui tienne bien la route. Donc, dites-nous, dites-nous si vous êtes prêts à publier. En tout cas, nous, donc organisateurs du bureau de la FUMT, on trouve que ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Et puis, voilà, c'est une journée d'études. Maintenant, il faut partager, appliquer dans nos différents masters les bonnes pratiques qui ont été évoquées ici. En France, de plus en plus, un petit peu d'effervescence dans la traduction française en ce moment, de plus en plus, on se dit que les associations qui ont commencé de se parler, elles n'ont pas commencé tout à fait hier, mais elles le font de manière un petit peu plus systématique et un peu plus raisonnée depuis assez peu de temps finalement, ce serait peut-être pas mal d'avoir une autre journée d'études qui réunisse toutes les associations représentatives du monde de la traduction, et il y en a quand même un certain nombre, dont plusieurs étaient représentés aujourd'hui, pour ne serait-ce que faire le point sur notre vision des choses du monde de la traduction et sur ce qu'on peut faire ensemble. Donc ça, c'est un autre projet. On pourrait, et là encore, l'idée a germé à plusieurs endroits, en fait, au même moment, notamment au sein de la SFT, mais aussi au sein de la FUMT, travailler de concert à ce qui pourrait être une charte des bonnes pratiques en post-édition qui soit opposable aux clients qui ne parlent pas très bien le métalangage de la traduction et demandent des choses absurdes, sachant que la post-édition, c'est un outil de productivité. Donc si ça vous fait perdre du temps, ça ne marche pas, quoi, par exemple. Donc, et puis donc, je l'ai dit, à l'échelle européenne, on va peut-être, je crois que ça mériterait, mais enfin, c'est pas à nous d'en décider, vers un forum Traduire l'Europe qui reprendrait une thématique proche de celle-ci. Et je crois que j'en ai terminé. Donc, merci à tous, encore une fois, et bonne... J'ai mis la FUMT au masculin, j'aurais peut-être dû mettre au féminin. Mais voilà, l'erreur errare humanum est. Merci à tous.
Merci Nicolas. Et il ne me reste plus qu'à remercier tout le monde d'avoir été là aujourd'hui et d'avoir participé, ce qui est le cas de quasiment tout le monde dans la salle, et on l'apprécie aussi beaucoup. Comme tu l'as dit Nicolas, vivant la suite, j'aurais effectivement moi mis AFUMT au féminin, pour peut-être 2 raisons, mais c'est un autre débat. Qu'on pourrait avoir dans un endroit plus convivial, ce qui pourrait être le cas. Donc, merci à vous, merci encore à l'équipe du PNR qui restait toute la journée, et vivement qu'on puisse aussi voir quelque chose. Et qu'on puisse aussi voir quelque chose qui sera dans la qualité du son et de l'image, sera aussi à l'image de la qualité des contenus. Je pense que ça a une importance aussi. Vivement la prochaine et bon après-midi.